Здравствуйте, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un live très spécial sur Futura, Futura dans les étoiles. À 3 jours maintenant des 60 ans de l'anniversaire, des 60 ans du tout premier vol humain dans l'espace qui était Yuri Gagarin, trois astronautes vont partir dans l'espace à bord d'une Soyouz pour rejoindre l'ISS et pour commenter en direct ce lancement d'anniversaire, un petit peu, hasard du calendrier. Je vais retrouver Théo Clodic. Bonjour Théo. Bonjour Nathan, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. On va parler pendant une petite heure, on va vous présenter la fusée et puis en effet un live un peu spécial, anniversaire d'un événement très important dans l'exploration spatiale. Mm. Oui, voilà, les 60 ans du vol de Yuri Gagarin sur Vostok 1. Donc Vostok qui est presque la même chose que Soyuz. Donc la fusée qui a envoyé Sputnik en orbite, le tout premier satellite qui a lancé l'exploration spatiale, va aujourd'hui décoller une nouvelle fois, une énième fois. Je sais plus combien il y a de lancements de vols de Soyuz, mais c'est beaucoup. Dans les 1800, c'est l'architecture R7, Soyuz il y en a Architecture peut-être R7. un peu moins. En gros c'est grosso modo la même architecture de fusée qui a évolué un peu, on lui a donné plusieurs noms. Vostok, Voskhod, Molnia et Soyuz maintenant. Il y en a peut-être eu d'autres que j'ai un peu loupé. Mm. Et du Ouais. coup, mais ça reste globalement la même architecture. Voilà, donc une énième fois à presque pile 60 ans du premier vol humain dans l'espace. Donc trois nouveaux astronautes vont rejoindre l'ISS. Et donc on va présenter tout ça ensemble. On va voir ensemble le décollage, on va le commenter. On va expliquer aussi, comme on va faire dans les autres émissions qui viendront, puisque là c'est la première, hein, c'est la première émission où on commente un lancement. On aurait dû en faire une au, je sais plus quand, cet C'était en automne pour le octobre. lancement de Crew One, c'est ça? Je crois que c'était ça. Il y avait Sentinel 6 en automne aussi. Ah oui, c'est vrai Donc qu'on vous avez, avait essayé de faire ça aussi. Et, vous euh, avez et du coup, donc on va proposer sur Futura des émissions pour commenter en direct les lancements de fusées. Et donc voilà, on va expliquer comment fonctionne la fusée, les enjeux de la mission, en quoi elle consiste cette mission aussi. On va parler un peu de l'équipage aujourd'hui qui part dans l'espace. Et puis on va regarder tout ça en images et puis on va partir tout de suite en direct de Baïkonour. l'équipage est dans Voilà, sa maintenant fusée. 22 minutes du lancement. Donc on voit, voilà, à Baïkonour, il fait chaud à Baïkonour, hein. Il va faire encore plus chaud quand les 5 moteurs vont s'allumer, mais il fait chaud, il fait 27 degrés. Et là, du coup, on voit du coup la fusée Soyuz avec l'équipage qui est déjà à bord. Équipage de 3 personnes, hein, comme Apollo. C'est un de moins du coup que Crew Dragon ou que Starliner, du coup les nouveaux vaisseaux du Commercial Crew Program américain. C'est plus du coup par contre que les Vostok et Voskhod qui partaient après sur les mêmes fusées, hein, les R7, les R7. Mais bon, voilà. Là, on voit les baquettes, c'est pas très grand. On a vu les baquettes, c'est pas très grand. Et pourtant, ils sont à 3 dans Soyuz, mais ils ont plus de place que dans la Crew Dragon de SpaceX, là où on va partir pesquer dans 2 semaines. Individuellement, au total, c'est près le même espace, mais en fait, il est divisé en 2 modules, qui fait que au global, l'espace total reste le même, mais comme ils sont moins nombreux, ça fait que par personne, il y a plus d'espace. Voilà. Alors, tant qu'on est un peu au début du live, on est à un peu plus de 20 minutes du lancement maintenant. Tout au long du live, n'hésitez pas à poser vos questions. Si on n'y répond pas en direct, on y reviendra à la fin de l'émission, donc après le lancement. Donc restez jusqu'au bout pour poser toutes vos questions. On vous lit dans le chat, hein, sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Donc voilà, alors là, il passe, ce qu'on voit à l'écran, c'est des images de l'ISS, donc c'est pas en direct, hein, ce qu'on voit à l'écran, c'est des replays, avec, on a vu notamment l'ouverture des cookies, donc ça va être l'ouverture des cookies vers 16 h, c'est ça? C'est Ou ça. c'est ça? En fait, donc là, c'est un rendez-vous très rapide, c'est un rendez-vous en 3 heures. L'arrivée est prévue à 13h07 heure française, 11h07 UTC. Et du coup, il y a du coup, ça va être plutôt, il y a 1 heure environ enfin, quand ils vont lier le Soyuz à l'ISS, le temps de tout rendre hermétique, et après, ils vont ouvrir les coquilles. Voilà, donc Donc, 3 c'est heures, comme hein, ça. pour rejoindre l'ISS, c'est extrêmement court, c'est ce qui se fait de plus rapide à l'heure actuelle. Il faut quoi, 19 heures avec SpaceX, c'est ça?
Alors en fait, ça dépend beaucoup. C'est parce qu'en fait, pour Soyuz, ils essaient d'optimiser au maximum la durée en faisant des burns pour bien aligner l'ISS. Avec, avec SpaceX, la dernière fois pour Crew One, ils avaient tenté 8 heures, sauf qu'il y a eu un problème au niveau de la Falcon et du coup ils avaient loupé la fenêtre qui leur permettait 8 heures. Mais du coup, on sait qu'avec eux, ils pourraient 8 heures avec SpaceX. Donc à peu près 8 heures quoi. Donc ouais, Soyuz c'est vraiment 3 heures, c'est on décolle, 3 heures plus tard, c'est un trajet Bayonne-Toulouse quoi, et sauf que là c'est vers l'ISS. Et donc c'est extrêmement rapide parce qu'il faut voilà, il faut plusieurs heures pour les autres moyens de rejoindre l'ISS parce que il faut attendre d'avoir la bonne orbite, il faut ajuster l'orbite petit à petit, etc. Donc ça prend énormément de temps parce que les ajustements d'orbite, ça on en parle un peu plus dans d'autres émissions disponibles en direct sur Futura. On explique plus en détail les trajectoires orbitales. Les manœuvres orbitales, il faut les faire pas n'importe où. Donc souvent, il faut attendre de faire le tour pour attendre le bon moment, la bonne position sur l'orbite pour allumer les moteurs. Et donc ça prend du temps puisqu'à chaque fois il faut attendre le bon moment, etc. Donc ça prend plusieurs heures. Il faut 1 heure, hein, 1 heure et demie, je crois à peu près pour faire le tour de la Terre. Donc si on rate un passage, et ben, il faut attendre 1 heure et demie de plus. Il y a aussi le fait que du coup, ils ont pas mal élaboré avec Soyuz le temps de bien connaître les performances de la fusée. Et, avant, ça prenait autant de temps que SpaceX maintenant, c'est-à-dire parfois presque une journée. Mais du coup, grosso modo, maintenant, ils connaissent bien les performances. Avant, ils attendaient une ou deux orbites pour être sûr d'avoir, de connaître l'orbite très bien. Et maintenant, ils se disent, bon, bah, on connaît les performances de notre fusée, normalement, elle nous lance à telle orbite, et du coup, on a qu'à faire des burns à tel endroit, sans connaître, enfin, sans vérifier, quoi. Et normalement, c'est bon, on connaît suffisamment bien notre fusée, et le fait est que ça marche. Voilà, donc là ce qu'on voit à l'écran, là pour le coup c'est en direct de Baïkonour au Kazakhstan. À côté, presque au même endroit que là où est parti Yuri Gagarin il y a maintenant 60 ans, moins 2 jours, moins 3 jours. En effet, Euh, c'est le pas de tir 31-6, là où Yuri Gagarin était parti du pas de tir 1.5. La raison, maintenant, il est plus utilisé ce pas de tir depuis Soyuz MS-15, donc il y a 1 an et demi. Puis Parce qu'en Soyuz fait, 2, ouais, c'est ça. Soyuz 2 donc c'est n'utilise pas le pas de MS-16 tir. alors, non? Bah, Je MS-16 crois. c'était la première à utiliser un Soyuz 2. Donc, c'était la première, on va dire, à ne plus utiliser en humain, à D'accord. ne plus utiliser le pas de tir 1.5. C'est MS-5 la dernière qu'il a vraiment utilisé, qui était une Soyuz FG, donc l'ancienne génération. Et la nouvelle, elle a besoin d'une mise à jour du pas de tir en fait qui n'a pas été faite sur le pas de tir 1.5 historique. Donc il y a plus d'un an, les astronautes rejoignaient l'ISS, surtout qu'il n'y avait pas encore SpaceX, donc les astronautes rejoignaient l'ISS exclusivement à partir du pas de tir de là où est parti Yuri Gagarin. Alors c'est la même base de lancement, hein, c'est toujours Baïkonour, mais c'est pas le même pas de tir, c'est la piste de décollage d'à côté quoi. Voilà, l'ISS en ce moment est un petit peu au-dessus de l'Afrique, au-dessus du golfe de Guinée. Et donc dans un quart d'heure maintenant, elle passera relativement proche du Kazakhstan et ça sera le bon moment pour relancer la fusée. Alors la fusée d'ailleurs, je profite de cette belle vue, donc on voit la coiffe avec la tour de sauvetage Les grilles de euh, fil. et les grilles de fines aussi. Donc la tour de sauvetage qui sert s'il y a un problème à arracher, à éjecter la capsule habitée de la fusée pour sauver les gens. Et puis les grilles fines, comme tu l'as mentionné, donc alors on le voit plus sur cette vue éloignée, mais c'est les petits carrés qu'il y a autour de la coiffe. Je te laisse en parler si tu veux. Alors en général, les fans de SpaceX connaissent bien, c'est les panneaux grillagés qui servent à orienter les étages de Falcon lors de la descente, mais en fait, il faut savoir que c'est utilisé par les Russes depuis très longtemps. C'était utilisé, donc ils en avaient prévu sur la N1, leur fusée lunaire. Et donc là, en fait, ils en ont depuis un petit moment sur les fusées Soyuz pour la tour d'éjection. C'est parce qu'en fait, les moteurs d'éjection ne sont pas directionnels. Ils n'ont pas fait comme les USA avec deux moteurs, un moteur propulsif et un moteur directionnel. Eux, ils ont juste fait un moteur propulsif. Et en gros, après, avec les grid fins, ça va aider à orienter
la capsule de sauvetage, donc le système de sauvetage, à s'éloigner et à surtout ne pas rester dans la trajectoire de la fusée, parce que sinon on pense que on pense bien que les débris vont aller dans la même direction. Sous l'inertie, par exemple, s'il y a eu une explosion. Du coup, ils vont dévier la trajectoire pour éviter que après, quand le parachute s'ouvre, on se prenne les débris. Ça, c'est un peu classique avec les Américains font ça aussi, hein. On s'éloigne de la trajectoire pour éviter si jamais le booster il continue à avoir de la puissance haute. Donc, on essaye, on s'écarte. Et Voilà, donc, donc le une s'écarter, vue c'est 3D de l'ISS avec Cygnus 15 qui s'est amarré du coup en février. yes. Soyuz MS-18 donc qui va s'amarrer tout à l'heure. Et puis retour sur Alors, la vue de Baïkonour. ouais, le Progress 67 qu'il y avait derrière, c'est Progress MS-14 qui est nommé, enfin, il est appelé comme ça pour Roscosmos. Et c'est lui qui a permis de faire l'ajustement de la manœuvre orbitale qui a permis du coup d'avoir l'ISS à la bonne orbite aujourd'hui. Il a fait ça il y a 2 ou 3 jours environ. Et comme ça, au moins, on est poil aligné. Et puis on a aperçu amarré à l'ISS aussi la Crew Dragon de Crew One qui s'est amarrée l'automne dernier pour le lancement. Crew One Alors, qui va bientôt sortir, mais ouais, comme Soyuz MS-17. C'est la chose amusante du coup, Soyuz MS-18, Soyuz MS-17 et Crew One, donc les vaisseaux habités qui sont actuellement sur l'ISS, sont tous les deux dans les 2 dernières semaines changé de port pour permettre justement l'arrivée donc de Crew 2 pour Crew One et puis 2 MS-18 pour MS-17. ils seront 10 à bord ce soir sur l'ISS, ce qui est énorme. Normalement, en nominal, ils sont 6 sur l'ISS. Alors après, c'est pas on a déjà vu cette situation, hein. Quand la navette arrivait, il y avait 7 personnes qui venaient en plus des 6 déjà présentes. Ouais, Et donc on se retrouvait ça avec c'est. 13 personnes à Il y a bord. déjà eu du Mais bon, monde à bord, ouais, en effet. la navette pouvait accueillir, enfin il y avait du couchage à bord de la navette pour les 7 astronautes. Là par contre, ils vont être 10 avec 6 couchages. Ouais, il y Donc en a qui vont dormir dans la capsule, non? dans Crew Dragon. Dans Bah, Crew Crew Dragon, Dragon ouais. a plus de place, du coup ils vont dormir là-dedans. Ouais. Donc une belle vue de Baïkonour, du désert de Baïkonour, on le rappelle, hein, il fait grand soleil, tout est bon au niveau météo. De toute façon, c'est pas la météo qui va arrêter Soyouz. Il fait 27 degrés là-bas à Baïkonour, il est midi et demi normalement, si je ne me trompe pas sur les horaires. Et puis donc on voit cette belle C'est ça. Soyouz 2.A, 2.A ou B? Ah, C'est une A, c'est là. Une Soyuz 2.A, c'est toute ça. blanche, mais attention, elle n'est pas blanche, hein. Une Soyuz, on va sûrement montrer des petites photos. Une Soyuz, ça Oui. n'est pas blanc. Alors ça dépend. En fait, la couleur, Sauf sur beaucoup de fusées, la qui a couleur, été lancée l'autre jour. ouais, sur beaucoup de fusées, la couleur est très importante d'un point de vue thermique. Les Russes ont décidé que c'était pas grave et qu'ils allaient les peindre de manière esthétique. Et donc, en général, ils les peignent en gris avec quelques bandes blanches et orange, du coup. Mais du coup, il y a eu 3 Soyuz dans l'histoire qui ont été peintes en blanc. Voilà. Mais sinon, voilà, comme sur la photo. Alors ça, c'est celle qu'on voit en direct sur le live, qui, quand elle a sorti de son hangar il y a quelques temps. Et sur le pas de tir, elle est blanche. Pourquoi? Parce que l'oxygène, il est cryogénique. Il est refroidi à très très basse température. Et du coup, bah, les réservoirs, ils sont extrêmement froids. Et l'humidité de l'air, du coup, qu'il y a dans l'air ambiant autour de la fusée, bah, se condense et ça forme de la glace. Et du coup, bah, cette glace très, très lisse, très parfaite, elle est parfaitement blanche. Elle recouvre comme de la peinture la fusée entière. Enfin, pas entière, là où il y a les réservoirs d'oxygène. Et il y a encore des bouts de la fusée qui sont encore grises parce que c'est pas aussi réfrigéré. Ouais, il y a du RP1, donc du kérosène raffiné. Et alors c'est même du JP1 sur. Non, je sais plus, c'est un autre nom c'est pour les Soyuz, c'est un peu particulier. Mais bon, l'idée Ah oui, c'est oui, grosso c'est modo un du nom. Bon, kérosène. c'est du kérosène quoi. C'est du kérosène raffiné et comme lui il peut être maintenu à température ambiante, et bien du coup là on le voit pas trop parce que l'intérieur, la partie inférieure des boosters est sous le pas de tir, mais là il est gris pour le coup. Là où la partie supérieure qui est de réserve d'oxygène du coup est blanche. Voilà, là on voit tous donc les 5 moteurs. Attention, il y a plein de tuyères, hein, il y a plein de trous là qui sortent, mais il y a bien 5 moteurs. Il y a 4 grosses tuyères par moteur. C'est un seul moteur mais qui sort par 4 échappements. Donc ces 5 moteurs, au centre nous avons un RD108 et C'est sur les ça. côtés les 4 boosters.
entre guillemets, ce sont des RD-107. Le total produit 4,2 méganewtons de poussée au décollage, soit 420 tonnes. Et les petites tuyères qu'on voit, ce sont des moteurs vernis. En fait, les tuyères de Soyuz ne sont pas orientables et du coup, on a des toutes petites tuyères qui font partie du moteur en fait, qui permettent d'orienter la fusée. Et donc là, en fait, on voit la différence principale entre le RD-107 et le RD-108, c'est que le RD-108 a 4 verniers, parce que quand les boosters sont séparés, c'est le seul moyen qu'il a de vraiment contrôler tous les axes. Les RD-108 ont 2 verniers. Donc ça fait un total de 32 tuyères pour 5 moteurs. C'est logique. Voilà, 9 minutes du décollage. On peut Donc parler de on a l'équipage. présenté les, on va parler un peu, on va parler un peu de l'équipage qui va décoller euh, aujourd'hui pour les presque 60 ans du premier vol de Yuri Gagarin. Donc cet équipage, donc il est composé de 3 astronautes, donc un astronaute et 2 cosmonautes, donc un américain et 2 russes. Le commandant c'est Oleg Novitsky, qui a déjà volé sur Soyuz TMA-06 en 2012 et sur Soyuz MS-3 en 2016. Il était d'ailleurs aux côtés de Thomas Pesquet. Et ensuite, le deuxième russe, c'est Piotr Dubrov. C'est son premier vol dans l'espace. Et le troisième, c'est Marty Van de Haye. Je sais pas comment on prononce. C'est l'américain. Il a déjà volé sur Soyuz MS-06 en 2017. Et oui, malgré le Commercial Crew Program, les Américains utilisent toujours Soyuz. D'ailleurs, ils espèrent en fait à terme revenir sur un peu le système navette, c'est-à-dire qu'à l'époque de la navette, il y avait des échanges de sièges réguliers et que souvent un Russe volait sur navette, un Américain volait sur Soyuz et aucun ne payait en fait, enfin il payait en nature quoi. On te donne un siège, je te revends un siège et j'ai pas de transaction financière avec. Voilà, Oleg Novitsky, le commandant de cette mission. Marty Van de Haye, l'américain, donc qui vole, comme l'a expliqué Théo, toujours sur Soyuz, même si les Américains ont désormais leur propre moyen d'aller sur l'ISS. Et puis Piotr Dubrov, qui découvre maintenant les joies du voyage spatial. Je vais revenir vite fait sur les moteurs. Il y a une méthode d'allumage qui est assez unique. Souvent, pour allumer un moteur, en fait, on va mettre ce qu'on appelle le T-Tab. Il y en a pas mal qui le connaissent, idem avec Falcon 9. Ce sont deux liquides qu'on met ensemble et ça s'enflamme. Et quand on met l'oxygène avec, du coup, ça initie l'allumage du moteur. Sur les moteurs type navette spatiale ou SLS, comme on a eu le test l'autre fois, grosso modo, on fait passer un peu d'hydrogène et d'oxygène à un endroit où on va mettre une étincelle. Ça va initier du coup la combustion. Ce que font les Russes, c'est ils mettent des bouts de bois. Alors, en gros, c'est pas des bouts de bois n'importe comment, hein, c'est en forme de T. Donc la barre inférieure se met au niveau de la tuyère, la barre supérieure va dans la chambre de combustion, on fait brûler quelque chose au bout. Donc il faut le faire pour toutes les tuyères et du coup, c'est comme ça que c'est allumé. L'allumage est très en 3 parties. D'abord, tout va être mis à environ 5 de puissance, donc on va avoir des flammes pas très nettes. Ensuite, il va y avoir un premier flash, genre 1 seconde avant le lancement, où là tout va être mis à 75, enfin les 4 moteurs extérieurs vont être mis à 75 de leur puissance, sauf le moteur central. Et enfin, le dernier flash, et au moment où ça part, c'est que tout est mis à 100 et le moteur central à 90, donc dans l'idée de réduire enfin d'économiser du carburant au centre. Voilà une Soyuz vue d'en dessous, juste avant le décollage. Donc on voit bien les tuyères et puis les barres qui sont en travers, qui sont des morceaux de bois qui sont simplement fixés. Et puis quand on veut allumer le moteur, c'est comme une allumette sur votre gazinière. On va littéralement mettre un bout de bois pour allumer directement à l'intérieur de la fusée. C'est extrêmement artisanal, mais ça fonctionne. Et du coup, comme c'est du bois, une fois que c'est allumé, ça crame. Donc c'est un système d'allumage consommable. L'avantage, c'est que du coup, ça évite d'avoir des réservoirs supplémentaires dans Soyuz. Donc des réservoirs de triéthal aluminium et triéthal borane. Et l'inconvénient, c'est que ça n'est pas rallumable en vol. On n'a pas d'astronaute qui va sortir avec. Du coup, ils ont un autre moyen pour les étages supérieurs. Étages supérieurs qui ont un système d'allumage assez particulier aussi. En général, quand on voit les fusées de Soyuz depuis le côté, on voit une grille au niveau de l'interétage. En fait, comme il faut que les ergols soient au fond du réservoir pour allumer,
l'idée c'est que les fusées américaines utilisent des moteurs de tassement, des RCS en général. Ce que font les Russes, c'est ils utilisent la poussée du moteur du premier étage pour allumer le second étage pendant que le premier étage est toujours en dessous. Voilà, 4 minutes et demie maintenant du lancement, donc avec 3 astronautes à bord qui ont rejoint l'ISS. N'hésitez pas à poser vos questions. Si on n'y répond pas maintenant, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de l'émission. Après le lancement, on y reviendra plus en détail sur vos questions. Il y en a déjà une. Quel est le coût d'une place pour un astronaute américain dans un La, Soyouz? der- la dernière a été payée 80 millions, je crois. 80 millions la place pour l'Amérique. Dans les dernières missions, c'était dans les 80 millions. À peu près. Enfin, une autre question, quelle est la puissance d'une fusée minimum? Il n'y a pas vraiment de puissance de fusée minimum, ça dépend la masse de la fusée. Il faut que la fusée soit suffisamment puissante pour se soulever elle-même déjà. Donc si vous avez une fusée très légère comme les petites fusées sondes, bah, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de puissance nécessaire. C'est des moteurs très peu puissants. Si vous avez des lanceurs super lourds, alors moyens comme la Soyuz, ou même encore plus gigantesques comme la SLS, la Saturn, les choses comme ça, bah, la fusée est extrêmement lourde, donc il faut qu'elle soit d'autant plus puissante, tout C'est ça. simplement. Donc il n'y a pas de puissance minimale à la fusée. Il y a une quantité de carburant minimale, évidemment. Si une fusée est trop petite, elle ne pourra pas aller en orbite. Donc il faut suffisamment de carburant, et du coup suffisamment d'étages différents. Donc ça augmente le poids et donc ça augmente la puissance nécessaire. Mais On peut avoir des fusées très petites, hein. Electron est très petite. La plus petite des fusées, elle a été lancée un avion de chasse même. Donc c'est pas un truc très. On peut aller en orbite avec un truc pas très lourd. Tiens, bah tant qu'on est, ça va bientôt décoller. Tu peux me montrer la petite vidéo de l'orientation du pas de tir sur comment, parce qu'avant, du coup, avant le système numérique des CES2, le pas de tir il tournait sur lui-même pour orienter la fusée. Et c'est un truc assez marrant à voir. hop. Zut. Bon, c'est un Bon. timelapse, hein, c'est accéléré, mais voilà, l'idée est là. Voilà, alors là on voit. Zut. Là on le voit pas très bien. Parce qu'on était un peu caché, mais voilà, vous avez vu le pas de tir qui se tourne. On est maintenant à 2 minutes du lancement. Alors, tout devrait bien se passer puisque juste avant le lancement, alors quelques dizaines de minutes avant le début de notre émission, eh bien le prêtre a béni la fusée, le prêtre orthodoxe, comme à chaque lancement de Soyuz. C'est assez marrant. L'équipage a été béni aussi, mais tôt ce matin, avant qu'il rentre dans le bus, avec de l'eau bénite. Voilà, il y a beaucoup de traditions en Russie, notamment autour du spatial. Les astronautes, ils ont des rituels avec Gagarine, avec planter des arbres, des choses comme ça. Il y a beaucoup de petits rituels comme ça dans l'espace. Évidemment, La des pièce qui se fait petites écraser signatures. par le train qui amène Soyuz au pas de tir. Ah, 1 minute 20, on a le décompte maintenant. Ouais. Voilà, ils sont là comme le panneau de commande est un peu loin, on n'est pas sur la navette, on n'est pas sur Crew Dragon ou sur Crew Dragon, ils montent les sièges pour aller au panneau. Sur la navette, ils étaient relativement proches. Là, ils sont un peu loin, donc ils ont un bâton pour atteindre le panneau de commande. Voilà, 1 minute maintenant. La fusée qui a lancé Sputnik il y a très longtemps, en 57, la même fusée qui a lancé Yuri Gagarin il y a presque 60 ans, dans 2 jours, 3 jours exactement, va maintenant lancer 3 astronautes sur l'ISS, en direction de l'ISS. Donc, Donc la démarrage en fusée 3 Soyuz, parties, voilà. hein, on le Le bras rappelle. qui s'est. Une puissance relativement faible. 1 seconde avant le démarrage, puissance forte sur les moteurs extérieurs. Et à la fin, puissance maximale sur les moteurs extérieurs et relativement forte sur le moteur intérieur. Umbilical tower separate. And we see booster ignition Voilà, allumage. Et c'est parti. and lift off.
Soyuz MS-18 on its way to the International Flamme Space très rouge, Station. très opaque, on voit pas à travers. 10 seconds. Et Et donc le- là, on voit que The la partie parameters inférieure est are bien grise. Donc nominal. c'est là où il y a le Everything is good réservoir on de board. kérosène qui sont Very donc nominal intacts, enfin performance. qui The n'ont first pas de stage gel parce qu'ils delivering sont à la température ambiante. 930,000 pounds of thrust from those 4 first stage boosters and Ah the ouais, single en core effet, hein, engine. on voit bien ce que je parlais tout à l'heure, hein. Donc une partie un peu blanche et une partie restée grise. 30 seconds. Alors avec les On voit que secousses, normalement il y a un peu de glace qui s'enlève. Là c'est pas le cas, elle reste bien blanche. Voilà, 3 astronautes qui sont maintenant élancés vers l'ISS. Pour l'instant tout se passe Et bien. donc Continuing au bout your de 2 good minutes, on va voir performance calls, la a quick séparation look des inside the capsule. You can see des étages autour. Donc il y a les étages B, V, G, D, qui sont appelés. Donc c'est l'étage le premier étage hein, selon la Russe. Nous on appellera ça des boosters latéraux. Donc en gros, ils vont être. Il n'y a pas vraiment c'est un système très ingénieux en fait, la façon dont ça se sépare. C'est qu'en gros, ils sont attachés en bas, mais donc ça va être relâché. Ils vont continuer à pousser. En fait, il y a un système en haut qui va. Du coup, ils vont s'écarter. Il y a un système en haut qui va dégoupiller un évent en fait. Et il y a le réservoir d'oxygène liquide qui va être percé. Et du coup, l'oxygène va fuir par la partie supérieure, là où il y a les vents. Et ça va écarter les boosters. C'est ça qui avait échoué sur Soyuz MS-10 de MS-10. mémoire et qui avait provoqué un échec et donc l'activation de la tour de sauvetage. Espérons qu'ici ça se passe bien. Voilà, Donc, pour du coup, on l'instant va ça bien se les passe voir bien passer et donc on va bientôt voir la très jolie croix de Korolev. Donc c'est la fuite volontaire du réservoir supérieur des boosters qui va suffire à donner une petite poussée pour écarter les boosters. Voilà, la magnifique croix qui très belle se croix. sépare. Donc jusqu'à présent c'est bien et donc là c'est de bonne augure pour la suite. Là maintenant on peut commencer à souffler, les boosters sont correctement séparés. Donc la croix de Korolev du nom de Sergei Korolev, le père du programme spatial soviétique. C'est lui qui a envoyé Sputnik dans l'espace, c'est lui qui a envoyé les premières sondes vers Mars, vers Vénus, c'est lui qui a envoyé Gagarine dans l'espace, c'est lui qui a conçu la fusée que vous êtes en train de voir voler grassement dans le ciel du désert de Baïkonour. Voilà, donc 3 astronautes, Oleg Novitsky, Piotr Doubrov et Mark Van de Haye, deux Russes et un Américain qui partent vers l'ISS pour Soyuz MS-18 et la régie nous passe sur l'animation 3D. Donc la coiffe, Donc là, maintenant, elle a déjà été séparée? yes, quand il n'y a plus que les étages inférieurs, en fait, on part du principe que les seconds étages peuvent faire office d'étage de sauvetage. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez tôt, mais c'est comme Apollo, hein, il y avait la tour de sauvetage qui était séparée alors qu'il y avait encore le S2, tu vois. C'est un peu. Mais bon. Du coup, voilà, on voit le module Soyuz avec ses 3 parties en haut, le second étage, et donc le premier étage qui s'affine un peu. Oui, il est un peu plus fin en bas qu'en haut, C'est là où il y a puisque les en bas c'est là où il y a tous les boosters. Ça fait comme une petite grappe de pommes de pain. Donc là, la vue embarquée depuis Soyuz avec un panneau solaire en premier plan. Voilà, ouais, ça c'est beau. Voilà, donc on est déjà très haut, hein, ça va très vite une fusée. Alors malheureusement, on n'a pas de télémesure ici. C'est dommage. Oui. Ça serait intéressant à voir. Et du coup, l'étage du moteur, le moteur de l'étage supérieur, c'est un peu comme les étages inférieurs, c'est-à-dire qu'il y a 4 tuyères pour un seul moteur. En fait, il y a une seule turbopompe. On avait fait tout ce qui est moteur dans un autre live. Ça doit être dispo dans les vidéos de Futura dans les étoiles, j'imagine. Mhm. Oui, oui, tous les précédentes émissions sont disponibles en replay sur YouTube et sur Facebook. Et donc, ouais, le second étage, alors on le verra peut-être pas très bien avec cette vue-là, mais il va commencer à s'allumer en fait avant que le premier étage soit séparé. Parfois, on a une vue un peu mieux, mais bon, on verra. Et il y a également 3 coques de protection qui vont. Ah, si, voilà, là, on le voit s'allumer. Et après, on va voir le premier étage partir, peut-être, s'il arrive dans le champ de vision. Et voilà. Et là, on voit des coques de protection qui sont enlevées pour gagner du poids, en fait. C'est un peu comme l'interétage
d'Apollo. Apollo, on voyait vraiment l'anneau en lui-même. Bah là, il le divise en 3. Donc on voit bien les petits éclats un peu sombres qui partent. Donc c'est simplement les gaz d'échappement du moteur. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant que bah, les trois astronautes sont bien, voilà, l'étage que je viens de, l'interétage que je viens de voir à l'instant. Alors, j'ai vu une question. Les crues sont-ils des projets connus pour la conquête spatiale de la Lune, Mars? Alors, Mars, à ma connaissance, non. La Lune, ils viennent de signer un accord avec la Chine pour établir une base sur la Lune, une base de recherche scientifique. Donc, à voir comment ça, à voir comment ça se fera. Par contre, dans les coms, t'as quelque chose un peu bizarre Mm. sur Facebook. Donc c'est toujours en progression, donc le moteur fonctionne toujours, on n'est pas encore en orbite. 4800 maintenant mètres par seconde. On a un peu de télémétrie, c'est cool ça. 4800 Ah, mètres ok. par seconde, donc il en manque encore pas mal. Il manque, 680 km d'altitude et 830 km downrange. Donc, horizontalement, ils ont fait 800 km. il manque encore quelques kilomètres par seconde de vitesse. On va pas assez vite encore pour être en orbite. Oui, la vitesse orbitale, c'est 7,6 km seconde environ pour l'ISS. 7,6, 7,8 dans ces zones-là. Je sais pas exactement. Alors ce moteur-là, on voit les petits éclats noirs comme j'ai dit il y a quelques minutes. On les voit puisque tout simplement c'est du kérosène qui brûle comme les premiers étages. Alors simplement, tous les fusées, toutes les moteurs de la Soyouz fonctionnent au kérosène, comme on le voit sur cette infographie. Alors c'est en russe. En bleu, kislorod, donc c'est l'oxygène. En rouge, kérosine, donc le kérosène, ça c'est assez facile. Donc on voit la répartition dans les différents étages. Donc les boosters, les premiers étages en bas qui ont maintenant été largués kérosène oxygène et l'étage qui est en train d'être activé maintenant pour finaliser la mise en orbite qui fonctionne également au kérosène. En général, les fusées, surtout les américaines comme Atlas, les étages supérieurs sont à hydrogène et du coup on ne voit pas la flamme, elle est transparente puisque c'est la vapeur d'eau qui sort. Sur Falcon, par contre, du coup, c'est pareil, Sur hein, c'est du Falcon, c'est du kérosène et on kérosène voit aussi. pareil un peu ça derrière la tuyère. Voilà. Alors tout simplement parce qu'une fois dans l'espace, on a besoin de moins de puissance mais plus d'efficacité. Et le kérosène offre de la puissance mais peu d'efficacité. Donc là, ils ont fait le choix de garder du kérosène. Ça suffit pour rejoindre l'ISS. Parce que En fait, ça oui, reste de l'orbite basse, c'est très proche quand même. pour l'orbite basse, le kérosène, ça reste le meilleur compromis. On n'a pas besoin de beaucoup d'efficacité et ça permet de réutiliser les technologies des étages inférieurs, en fait. Donc comme ça, c'est très intéressant d'un point de vue industriel et c'est pas tant de perte que ça d'un point de vue performance. Mm, Par contre, dès qu'on veut aller dans des orbites plus hautes, les avantages industriels, bah, c'est des désavantages de performance. Donc, il n'y a pas vraiment de fusée idéale en fait. mm, Soit on fait une fusée optimisée d'un point de vue industriel, soit on le fait d'un point de vue optimisé pour les performances, et les deux ne sont tout pas à fait. compatibles. Et ça dépend de la mission qu'on veut en faire. C'est ça. Il n'y a pas de fusée à tout faire. Là, on voit une très belle infographie pour revenir faire un point global sur tout ce qu'on a expliqué. Donc, les 5 premiers moteurs, donc les premiers étages avec les 4 blocs. Alors, le bloc central, comme on l'a dit, hein, là on le voit très bien, il est un peu plus fin en bas, qui est le bloc A. Ensuite, dans l'ordre de l'alphabet russe, B, V, G, D. Donc jusqu'ici, on a la fusée qui a envoyé Sputnik dans l'espace. L'ouverture des panneaux solaires, donc le Soyuz, est en orbite. Voilà, Une là on le très belle voit vue. sur la caméra embarquée que je vous remets. Donc les panneaux solaires sont déployés. Alors, j'ai vu une question sur que donnaient du coup les coques de délestage. Alors, j'imagine, tu parles des boosters, des boosters du premier étage et des trois parties qui sont séparées après l'allumage de l'étage supérieur. En fait, ils retombent sur Terre et l'avantage par rapport aux fusées occidentales, c'est qu'ils volent au-dessus de la Terre. Donc, c'est-à-dire que ça retombe au sol et que c'est récupéré.
L'avantage, c'est également que c'est que la toundra, en fait, il n'y a personne en dessous. Donc, grosso modo, le risque, c'est que ça tombe dans une forêt, que ça tue un animal ou deux, mais que c'est récupéré, c'est refondu, et voilà. Donc ça, d'un point de vue écologique, dans un sens, c'est pas mal. C'est pas intact comme pour une C'est pas fusée réutilisé, mais Falcon, c'est quoi. récupéré. Ouais. C'est récupéré, c'est refondu. C'est l'avantage de pas aller s'écraser dans l'océan, mais d'aller s'écraser dans le désert. Actuellement, les Américains utilisent le Crew Dragon de SpaceX pour rejoindre l'ISS, en plus du coup de Soyuz. Et bientôt, on l'espère, Starliner si son second vol test se passe bien. Donc voilà la question qui a été posée, qu'est-ce qu'ils utilisent les Américains? Avant 2011, ils utilisaient les navettes et Soyuz. Et depuis 2011, ils n'utilisaient exclusivement que Soyuz jusqu'à la Crew Dragon de SpaceX qui a été opérationnelle l'automne dernier avec Crew One. C'est ça. On continue sur le petit récap de la Soyuz. Donc les cinq premiers étages, donc le bloc central et les quatre blocs latéraux A, B, V, G, D. À ce niveau-là, on a la base de la R7, ce qu'on appelle la R7, qui est le missile R7. C'est là, avec ces 5 trucs, on a ce qui a envoyé Sputnik en orbite en 57, exactement. Les moteurs ont un petit peu évolué, mais c'est vraiment exactement ça. Ce qui a été rajouté au fur du temps, c'est des étages supérieurs, des nouveaux moteurs, etc. D'abord pour aller sur la Lune, pour envoyer ensuite des humains dans l'espace, puis 2, et puis maintenant 3. Et donc on a rajouté les étages supérieurs, qui a fait évoluer le lanceur de Sputnik en Soyuz moderne. Donc on voit l'étage intermédiaire, enfin l'étage supérieur qui maintenant s'est arrêté puisque la capsule est désormais en orbite. Et puis la capsule Soyuz elle-même en 3 parties. Alors, il y a le module de service en fait en bas avec les panneaux solaires. Donc, j'ai vu un com, est-ce que c'est pas trop tôt? Non, non, c'est normal de les déployer à cette altitude, hein. On est déjà dans l'espace, hein, donc il n'y a pas de traînée. Donc, autant les sortir le plus tôt possible et avoir de l'énergie. Ensuite, il y a la capsule de lancement et de rentrée, donc la partie B, où il y a actuellement nos 3 astronautes. Et enfin, il y a le module de vie, hein, le module de transfert, qui est le module A, qui lui, habituellement, a du cargo, et qui ne rentrera pas sur Terre. Mais par contre, c'est là qu'il y a le port de docking, parce que j'ai vu une question de comment ils vont aller et comment ils vont sortir de Soyuz. En fait, le petit 1, justement, c'est là, du coup, le cône qui va servir à se docker à l'ISS. Et ensuite, en fait, la tige va se rétracter et le cône qu'on voit donc pointé par le 1, en fait, va se rétracter dans la capsule, dans le module A, et il va laisser du coup une ouverture pour les astronautes vers l'ISS. Voilà, Soyuz. Donc, il y avait des questions, voilà, ça a été répondu. Qu'est-ce que c'est Roscosmos écrit, qui avait écrit en haut à gauche là-bas, sur votre écran. C'est Roscosmos, c'est l'agence spatiale russe. La NASA, c'est l'agence spatiale américaine. Le CNES, c'est l'agence spatiale française. L'ESA, l'Europe. Roscosmos russe, et ainsi de suite. Voilà, n'hésitez pas à CNSA, poser vos c'est questions. chinoise. Ouais, ça dépend, parce que les Chinois, ils en ont deux, selon si c'est scientifique ou pas. Ouais, c'est ça. Alors, combien pèse Soyuz? Soyuz, c'est 300 tonnes environ. Ouais, je vais te confirmer ça, mais... Ouais, 300, un peu plus de 300 tonnes. Elle fournit 420 tonnes de poussée, donc on voit bien que c'est suffisant pour décoller. Tout simplement. Hop. Quelle est leur mission là-haut? Alors la mission des astronautes, comme quasiment tous les astronautes sur l'ISS, elles se ressemblent toutes. Dans le principe, c'est que des... comment dire, ils vont réaliser des expériences scientifiques sur plein de sujets différents, plein de domaines différents, de la biologie, de la médecine, de l'ingénierie,
de la technologie pour réparer l'ISS aussi, construire l'ISS. S'il faut changer des batteries, des choses comme ça, ils vont faire des EVA, donc des En sorties l'occurrence, extravéhiculaires. Oui, en l'occurrence, il y aura de gros changements sur la partie russe avec l'arrivée d'un gros module, oui. euh, d'un gros module qui est à peu près aussi en retard que le JWST, Il est plus en retard, non? qui est plus en retard que le Bien plus en JWST retard. même. En fait, c'est à la construction de l'ISS, les Russes les Américains en fait ont payé un module russe. Donc il y a un module russe qui a été lancé par les Russes, mais payé par les Américains en fait pour accélérer la construction de leur côté, parce que c'était au moment où la chute du mur. Du coup, ils s'étaient dit, ça se trouve, ça va prendre du temps, le temps que les Russes construisent leur partie avant que nous on puisse construire la nôtre. Donc on va payer un module pour que nous on puisse construire quand même avant. Et les Russes se sont dit, bon, bah, la fiabilité des fusées russes, notamment Proton à l'époque, c'était pas ça, ils ont fait un backup. Heureusement, Ta vidéo a freeze un peu. Ah, Je sais pas pourquoi. le vol initial s'est bien passé. Je ne sais pas. Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends toujours. Mais Attends, je vais peut-être. ta webcam a... Je vais Ah, passer un nickel, c'est problème. bon. Et du coup, en fait, ils ont fait un backup. Mais comme le vol initial s'est pas passé, ils avaient le backup et ils se sont dit, on va le mettre sur l'ISS. Sauf qu'il y a eu des problèmes, il a été stocké, ils se sont dit à un moment on va pas le réutiliser, ils ont coupé les réservoirs en deux, et après ils se sont dit on va le réutiliser, ils ont dû refaire des réservoirs, et il va être lancé normalement si tout se passe bien en août, mais du coup pour ça il va falloir retirer un petit tout petit module, un peu plus petit qu'un Soyuz, hein. Il va falloir retirer un petit module, c'est là que va venir le nouveau gros module, Noka. euh, Noka, en cet été. Donc oui, les SS, tiens, je reprends à une question qui, par là même à une question qui vient d'être posée. L'ISS, officiellement, elle n'est pas finie d'être construite, puisque le cas a été prévu depuis maintenant plus de à peu près 15 ans. Et donc il va être lancé cet été si tout se passe bien. Et donc il va y avoir beaucoup de boulot pour les astronautes à bord pour sortir, construire cette station, quoi. Mais sinon, en général, ils font des sorties extravéhiculaires pour changer une batterie extérieure, régler des choses. Ça dure 7-8 heures, rien que pour changer une petite batterie, etc. À l'intérieur, ils font beaucoup d'expériences. On en reparlera d'ailleurs pour l'émission en direct de l'émission de Thomas Pesquet qui sera le 22 avril. Thomas Pesquet, par exemple, lui, il a des expériences pour tester des nouveaux matériaux. Il a des expériences pour tester un blob, donc des expériences de biologie. Il fait aussi beaucoup d'expériences de médecine, il y a des choses de psychologie. Donc c'est des scientifiques de tous les domaines sur Terre qui proposent des expériences à réaliser en microgravité. Pour en comprendre mieux, pour développer de nouveaux matériaux, pour comprendre mieux le comportement du corps humain, pour comprendre mieux la médecine aussi. Beaucoup de remèdes ont été trouvés sur la base de recherches menées en microgravité. Donc vraiment tout un panel très 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 large d'expériences scientifiques. Et puis prendre aussi de magnifiques photos, s'amuser un petit peu, ce genre de choses. Alors oui, parce qu'ils ont du temps libre, hein, même s'ils sont là pour travailler, ils travaillent quand même en semaine, on va dire, avec des jours off. Donc c'est pour ça qu'ils ont du temps de faire des photos. J'ai vu une question. Les Chinois ont des vaisseaux pour rejoindre l'ISS et revenir sur Terre. Alors en fait, les Chinois sont exclus de l'ISS. Les Américains ont interdiction de travailler avec les Chinois, sauf pour se mettre d'accord sur les orbites pour pas avoir de collision. Mhm. Mais sinon, ils ont interdiction de travailler avec eux. Du coup, la Chine va envoyer ce mois-ci un premier module de sa nouvelle station spatiale. Ils en ont déjà une. Donc, en fait, ils ont tout à fait de quoi aller en orbite avec une station spatiale. Oui, il y a Mais déjà eu c'est là leur. de Ils n'ont pas le nombreux vols droit, habités chinois, hein. Il y a déjà eu des Chinois dans l'espace, de très nombreux. ils ont pas le droit d'aller sur l'ISS. Voilà. Ou de travailler avec les Américains, sauf pour du coup parler des paramètres orbitaux pour éviter de collision. Parce que bon, je pense que eux non plus n'ont pas envie de perdre leur satellite. Mhm. Donc c'est bien pour tout le monde d'être d'accord sur les orbites qu'on a pour éviter les collisions. Tout le monde est gagnant pour le coup. Voilà, ils ont déjà eu du coup les Chinois leur propre station spatiale. Ils en ont plus. Maintenant, la seule station spatiale en orbite, c'est l'ISS. Mais fin avril, ils vont lancer le premier module de leur nouvelle station. Donc pour la première fois depuis quelques années, il y aura 2 stations spatiales en orbite autour de la Terre.
Donc c'est Du fin coup, avril, c'était c'est le plus la 26 avril dernière. si je me rappelle bien, mais je suis plus Ouais, sûr. c'est ça. Donc un Du coup, c'est lancement plus la extrêmement important qu'on pourra pas forcément suivre puisqu'il n'y a pas de retransmission en direct, pas forcément, mais un lancement extrêmement important. C'est un des lancements les plus importants de l'année. C'est le problème avec les lancements chinois. Souvent, c'est on apprend la date et l'heure du lancement après le lancement. C'est pas rare. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas. On a quand même un peu de prédiction, enfin, on a un peu de date en avance. Mais par exemple, hier soir, j'ai pas regardé, mais hier soir, on avait des doutes sur un potentiel lancement ou un double lancement chinois. Il y avait un lancement chinois, on savait pas ce que c'était, on l'a appris qu'après du coup. C'est voilà, les 2 derniers lancements chinois, c'était ça. Et ils sont pas très ouverts niveau com. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant que nos 3 astronautes qu'on a vus à l'instant à l'écran sont désormais en orbite terrestre. Juste Donc, juste au-dessus de nos têtes. Dans 3 heures, alors on va pas rester jusqu'à 3 heures, hein, bien sûr. non, On va, je vais partir avant. bien sûr, on va terminer le live dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes, le temps de répondre à vos dernières questions. Et puis vous voyez sur votre écran donc la vue en direct de l'orbite terrestre. On voit la Terre recouverte un petit peu de nuages. Alors du coup, en fait, l'ISS est assez incliné, justement parce que les Russes y participent et qu'eux, ils sont quand même assez au nord. Ils ont un très grand territoire, mais leur territoire ne va pas vraiment vers les latitudes type équateur. Du Mhm. coup, l'ISS de base a été pensé avec une inclinaison de 58 degrés pour que les Russes puissent y aller sans trop de problèmes. Et la navette spatiale qui était bien plus puissante n'avait aucun problème pour amener les modules américains, d'autant plus que les modules américains en général, ils n'avaient pas leur propre propulsion. En fait, ce que font les Russes, c'est qu'ils lancent le module, mais le module a lui-même son propre panneau solaire, son propre amarrage, et ils peuvent s'amarrer tout seuls en autonome. Les Américains, il fallait l'amener. Alors du coup, ça optimise la masse du module, qui est justement entièrement dédié à la science, mais il est dépendant pour s'attacher. Combien de temps vont-ils rester sur l'ISS? À peu près, c'est 6 mois en moyenne, à peu près. Il y en a qui sont restés plus d'1 an, un an complet sur l'ISS. Là, on parle de record. Pour justement comprendre mieux comment le corps humain se comporte, comment la biologie se comporte. Donc ça a été étudié très en détail, mais en moyenne c'est 6 mois. 6 mois sur l'ISS, donc 6 mois confinés H24 en apesanteur avec la vue sublime sur la Terre. Donc voilà votre écran, le cosmodrome de Baïkonour, désormais sans fusée. Ah, du coup, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est toujours sur la simplicité russe. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, la fusée était reliée par 4 bras au niveau des étages supérieurs. Et en fait, les bras, ils basculent. En fait, c'est tout simple. Il y a des contrepoids. Et quand la puissance de la fusée dépasse le poids de la fusée, en fait, du coup, elle se désattache automatiquement. Elle est juste posée, en fait, Elle est juste sur posée. les posée. Et du coup, quand elle s'élève, les contrepoids, parce que en fait, la fusée, elle est quand même en cône, donc pour éviter que la partie inférieure des boosters tape sur les bras sont rétractés avec des contrepoids. Mais voilà, l'idée à la base, c'est juste que la fusée est posée. Et Ouais. alors là où beaucoup de fusées européennes et américaines, il y a des boulons explosifs. On attend, on est sûr que tout va bien. On fait exploser les boulons explosifs et puis la fusée s'élève. Là, c'est vraiment rien à voir. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Il faut un bon timing, c'est toute l'électronique. Ça se déclenche au moment où les fusées, les moteurs s'allument. Donc là, c'est vraiment très simple. Elle est posée, et puis dès que ça s'allume, elle est plus posée, tout simplement. C'est les Chinois aussi qui ont un truc tout bête. Elle est juste posée la fusée Ouais, sur mais des ça, petites c'est parties. pour la première génération. Je crois que la CZ5, donc leur gros lanceur actuel, ils ont fait à l'occidental avec des boulons explosifs. Alors pour les horaires, donc après la fin de ce live qui interviendra dans quelques minutes, le temps de répondre encore à quelques questions. Donc l'amarrage, c'est dans maintenant un peu moins de 3 heures. Donc c'est C'est extrêmement court, 3h10 hein. exactement de voyage. 3h10, ouais. 193 minutes, donc 3h13. Voilà, Ouais. c'est très court. Ça sera à quelle heure du coup, heure française? Heure J'ai plus française. sur le. Ah oui, c'est Non, bon, je je l'ai. vais 13h07, amarrage. Ensuite, le- ils vont s'amarrer, ils vont vérifier qu'il n'y a pas de fuite, il y a pas, toutes les pressions sont égales, ça va prendre très longtemps, ça va une prendre heure ensuite. plusieurs heures. Et ensuite, ouverture à 18h30, donc à 18h30,
les astronautes vont pouvoir sortir de leur capsule et rejoindre l'ISS. Donc ça ça. reste très long quand même. Mais c'est quand même très court comparé aux autres, puisque avec SpaceX par exemple, il faut attendre le lendemain pour rejoindre l'ISS. Ouais. Ou alors, si on a de la chance, du coup, 8 heures. Enfin, mais voilà, les Américains ne cherchent pas à optimiser le temps de trajet, contrairement aux Russes. Ils le pourraient, je pense, si on lui demandait à faire des modifications de trajectoire de l'ISS. Mais ils le font pas. Y Donc pour aura-t-il l'instant, un c'est autre cool. décollage pour l'ISS avant celui de Thomas Pesquet? Non. Donc là c'est MS-18. Les prochains astronautes à rejoindre l'ISS, c'est Crew 2 avec Thomas Pesquet à bord. Il n'y en a pas toutes les semaines des décollages pour l'ISS. Il y en a à peu près tous les 6 mois pour Pour les renouveler l'équipage. Et puis des cargos, donc inhabités, pour ravitailler tous les 3 mois à peu Là, près, quelque c'est chose plus comme ça. fréquent, c'est quand même plus fréquent vu que tu as les Cygnus, tu as les Crew Dragon et les Progress. Donc là, je pense que c'est même en moyenne plutôt tous les 2 mois. Enfin, Ouais. tu vas devoir avoir 2 Progress par an, donc c'est C'est pareil, tu pourrais relativement avoir régulier quoi en tout cas. deux. Bah, du coup, tu dois avoir 6 lancements par an, 6 lancements de cargo par an. Voilà, vous Donc, voyez à l'écran d'ailleurs, je précise, le replay du décollage qu'on a vu tout à l'heure. avec les fameux bras donc, qui vont s'écarter juste avec. Enfin, parce qu'ils n'ont rien à supporter et que les contrepoids les attirent à l'extérieur. L'ISS prend 6 personnes à bord de façon nominale, donc sur la longue durée. Quand il y avait la navette, du coup, il y avait 13 personnes, et puis là, il y en aura 10, mais bon, c'est temporaire. Dans quelques jours, Soyuz MS-17 va rentrer. Donc, et pareil, quand il y aura Crew 2 qui va arriver, ils seront 11, mais pareil, pour une période relativement courte, et après, Crew 1 va rentrer, donc ils seront. Là, maintenant, du coup, avec les Crew Dragon et les Starliner, ils vont être 7 de façon nominale dans l'ISS. Mhm. Alors évidemment, il n'y a pas tous les lits possibles sur l'ISS. Donc s'il y en a en trop, ils dorment dans les capsules. De toute façon, les capsules sont faites pour, dans le cas où les vols spatiaux durent très longtemps, comme la Crew 1, elle a mis 19 heures pour atteindre l'ISS, donc ils sont obligés de pouvoir faire la sieste dans les capsules. Mais c'est une situation qui va changer, vu avec l'arrivée du module Nokia Avec, qui a une couchette à bord. qui va ramener un peu de lit. Encore une autre vue du décollage. Donc de ce pas de tir de Baïkonour, Le 31-6. 31-6, à maintenant 2 jours pile des 60 ans du premier vol de Yuri Gagarin dans l'espace. Donc un vol un peu symbolique, hein. C'est presque la même fusée qui a envoyé Gagarin. Et 60 ans après, presque pile poil 60 ans après, il y a 3 astronautes qui rejoignent l'ISS. Et pas depuis le même pas de tir malheureusement, mais depuis la même base au moins. Depuis la même base, ouais, tout à fait. Alors on va prendre encore quelques questions. On a même pas 1 heure, on va se dire 1 heure, donc encore 5-10 minutes. Le temps de répondre à toutes vos questions. Combien de modules européens dans l'ISS? Il y en a un, c'est le module Columbus Columbus. à l'avant de l'ISS. Alors sachant qu'il y en aura beaucoup plus dans la prochaine station, qui sera Gateway, cette fois-ci en orbite autour de la Lune, puisque là où pour l'ISS la moitié était américaine, la moitié était russe, pour la Gateway autour de la Lune, la moitié sera américaine, la moitié sera européenne. Et encore, même ce qui est américain, c'est Thales Alenia Space qui fait la partie pressurisée. Alors après, c'est Oui, donc Grumman qui fait c'est tout le reste. franco-italien quoi, disons. C'est ça. Comment se protège-t-il des radiations solaires? Alors, à l'altitude de l'ISS, qui est à peu près 400 km, 370 km en moyenne, on est sous les ceintures de radiation, donc on est protégé par le champ magnétique terrestre. Donc, les astronautes n'ont pas trop à craindre les radiations solaires. C'est plus problématique et c'est justement pour ça qu'on veut retourner sur la Lune, qu'on veut surtout mettre une station en orbite terrestre, en orbite lunaire, pour être en dehors de ce champ magnétique terrestre et tester, mieux comprendre l'impact de ces radiations de l'espace. Il y en a énormément sur Mars par exemple. Donc les robots doivent être un peu protégés. Mais voilà, sur l'ISS ils sont relativement protégés, mais c'est problématique si on veut aller vers la Lune. Alors vers la Lune Apollo, ils ont mis quelques jours à peine pour faire l'aller-retour. Donc quelques jours, c'est pas très grave. C'est plus grave si on envisage d'aller vers Mars, où ça prend 6 mois. 6 mois, c'est la durée qu'on reste sur l'ISS aujourd'hui, hein. Les astronautes qui partent aujourd'hui resteront à peu près 6 mois en moyenne.
6 mois, c'est le temps pour aller vers Mars. Sauf que vers Mars, on n'est pas dans le champ magnétique. Et du coup, il y a des radiations. Alors, l'ISS, sera-t-elle d'exister un jour? Oui. Alors, pour l'instant, sa vie est actée jusqu'à 2024 et je crois qu'elle a même été étendue. Mais il y a un Oui, jour c'est où elle prolongé, oui, c'est prolongé. sera désamarrée. Enfin, désamarrée, elle sera désorbitée, pardon. Désorbité. Alors, il y a des projets aussi de la maintenir en orbite, mais du coup, de la laisser aux sous-traitants. C'est-à-dire que ça soit le privé qui s'en occupe, c'est ce qu'on appelle les stations commerciales. Donc l'ISS restera la même, mais elle sera plus gérée, elle sera déléguée en fait. Et alors peut-être pour du tourisme, peut-être pour continuer à faire de la science à bord, ou plus probablement, comme Mir en son temps, et comme toutes les autres stations, à finir dans une sublime pluie d'étoiles filantes. Si elle est désorbitée un jour, ça sera absolument fantastique à voir. Il y a plusieurs projets. Il y a par exemple le projet que Axiom participe au financement de la station en mettant de ses propres modules, mais qu'après, du coup, leurs modules à eux deviennent indépendants et on rejette le reste de l'ISS. Que les Russes, pareil, ils gardent leur segment. Enfin, il y a il y a un peu plusieurs idées. Alors, une question Euh, sur la position de l'ISS. Vous pouvez taper Where is ISS. Vous tombez sur le site de l'ESA qui est très bien fait. Donc, vous avez simplement le planisphère avec la position de l'ISS. En ce moment, elle est au-dessus du Pacifique. Alors, au début du live, elle était au-dessus de l'Afrique. Dans une demi-heure, elle va repasser au-dessus de l'Afrique. Et puis, elle va passer cette fois-ci par la Turquie. Donc, dans quelques heures, vous savez que l'orbite se décale à chaque passage, vu que la Terre tourne. Donc, vous pouvez voir à peu près là où elle passe. Et puis, si vous avez un peu de chance la nuit, vous pouvez très bien la voir. Vous pouvez très bien la voir à l'œil nu, selon les conditions d'éclairage, selon l'horaire, etc. Donc ça, il faut voir avec les applications sur smartphone dédiées qui vous calculent tout ça pour vous. L'idéal, Et c'est donc l'été avec c'est super. un soleil qui reste relativement bas sur l'horizon, en fait. Et pendant plus longtemps, du coup, déjà parce qu'il fait bon en plus. Mais du coup, l'ISS, elle peut passer en fait haut. Enfin, elle passe haut à 400 km, quoi. Mais du coup, elle, là où nous, il fait nuit, pour nous, elle est encore en dehors de l'ombre de la Alors, Terre. Et on a du une première image. C'est toujours fantastique à voir. Je vous la mets de suite. Voilà le décollage de tout à l'heure qui a eu lieu, il est 10h15, donc il y a une demi-heure. Il y a pile une demi-heure. oh là là, ces images. Voilà, le décollage de MS-18 avec les 3 astronautes à bord. Prise depuis où? Prise depuis leur destination, l'ISS, tout simplement. Voilà. Donc photo qui vient de sortir. C'est Sergueï. Soichi Noguchi qui a pris la photo, qui est à bord de Ah, il y a l'ISS. Sergueï qui vient d'en prendre une là. Il y a quoi? Sergueï qui vient d'en prendre une, mais plus champ large, pas aussi Ah. zoomé. Voilà, donc Soichi Ouais. Noguchi qui est à bord de l'ISS, qui vient de prendre cette photo, qui vient de publier cette photo, et qui accueillera les gens qu'il a pris en photo dans 3 heures. Voilà, une photo complètement surréaliste, quoi. Voilà, on va dans l'espace. C'est tout. C'est ça. Voilà, 60 ans après Gagarine, c'est toujours pas normal d'aller dans l'espace. Voilà, il faut bien se le rappeler. Très juste, très juste. Voilà, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Pour le décollage pour la Lune en 2024. Alors 2024, si tout se passe bien, bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'un report, bien sûr. Et les astronautes sur la Lune pour donc Artemis 3, Oh. ils vont rester au total la mission, l'aller-retour depuis la Terre, quelques jours comme Apollo. On sait pas encore, on n'est pas encore sûr de comment les radiations influent sur la longue durée, donc on va rester quelques jours. Il n'y a pas une histoire de 3 semaines à cause de l'orbite que peut atteindre Orion. Donc un peu plus long qu'Apollo, mais Ah, bon, peut-être, ouais. c'est pas non 3 plus semaines, une histoire de c'est mois, quand quoi. même beaucoup, quoi. Ouais. Après l'arrêt de l'ISS, donc selon comment elle est arrêtée, vont-ils en construire une autre? Donc les Chinois en construisent une à la fin du mois.
Ils vont la lancer. Et puis ils vont en construire une autre, pas autour de la Terre, mais autour de la Lune. Ça sera Gateway, qui sera américano-européenne, plutôt. Avec un bras canadien, encore une fois. Avec un bras canadien qui a équipé la navette, qui a équipé l'ISS, qui a le fameux bras pour accrocher les modules et les amarrer. Ils sont très bons. Euh, et puis qui sera desservi par Orion, qui sera lancé sur SLS. Orion qui est elle aussi une capsule européano-américaine. Alors, la capsule est américaine, le module de service est européen. En fait, le module Ouais. de service est dérivé de l'ATV, le plus gros cargo qui a desservi l'ISS. Hein. C'était tout simplement l'ATV d'un module. Oui, C'était c'est un énorme sûr. cargo. Le vaisseau ATV, donc c'était le vaisseau européen, un des vaisseaux qui alimentait, qui ravitaillait l'ISS régulièrement. Maintenant, il n'est plus utilisé. Comment il a fait pour prendre cette photo? Soichi Noguchi, il a pris son appareil photo, il s'est mis un petit hublot et puis il a regardé en direction de Baïkonour au moment du lancement, vu que le lancement il est à peu près au moment où l'ISS passe au-dessus. Au tout début du live, l'ISS était au-dessus de l'Afrique, comme on a dit, et du coup, elle va très vite. Et puis au moment du lancement, elle est passée relativement au-dessus de Baïkonour, donc il s'est dit tiens, c'est le moment, on va viser avec un bon téléobjectif l'endroit où la fusée décolle. Et du coup, ça donne cette magnifique photo. Avec un très bon téléobjectif, bien sûr. Hein. C'est comme si vous étiez à Bordeaux, et que vous avez votre copain à Lyon, il commence son voyage, il va vous rejoindre pour dîner ce soir. Il part de Lyon, il va ce soir à Bordeaux. C'est comme si vous pouviez photographier sa voiture en train de démarrer depuis Bordeaux à Lyon. Sauf que là, le départ c'est la Terre, l'arrivée c'est l'espace. Et comme il n'y a pas de courbure entre les deux, c'est le seul problème entre Lyon et Bordeaux, c'est qu'il y a la couverture de la Terre qui vous empêchera de prendre la photo. Mhm. Donc ouais, Ah oui, la Terre est une sphère. c'est assez énorme. Voilà pour ces quelques questions. Est-ce qu'il y en a une dernière? On en prend une dernière, puis on se dit au revoir. On fait comme ça. Ouais, n'hésitez pas. Donc voilà, on rappelle. 3 astronautes sont maintenant en orbite. Ils ont décollé sur une Soyouz à 2 jours de l'anniversaire des 60 ans du vol du premier humain dans l'espace, qui était Yuri Gagarin en 1961. Donc ce sera dans 3 jours, ce sera le 12 avril. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier la date tout de suite. Vostok 1, c'était quand? 12 ou le 11? 12. Donc c'est bien dans 3 jours, dans pile 3 jours. À quel moment les astronautes prennent le contrôle? Alors aujourd'hui, tout est relativement automatique. Alors sur Soyuz, spécialement l'amarrage de l'ISS, il est entièrement automatique. Pour SpaceX aussi, c'est entièrement automatique. C'est pour ça que SpaceX aussi va mettre un équipage entièrement composé de touristes, sans aucun professionnel, puisque avec la capsule de SpaceX, il n'y a pas besoin de pilote. C'est ça, mais du coup, Soyuz, ça fait très longtemps qu'eux font l'amarrage en automatique. On avait fait un live avec le système de docking. Hein. C'était assez. Je peux le mettre éventuellement. Mais du coup, ouais, on avait fait. C'était pour MS-16 justement. On avait fait le live sur son docking. Et donc. Alors, le live MS-16, il est disponible non pas sur Futura, il n'est même pas disponible sur le groupe. Enfin, si, il est disponible dans Non, je l'ai. la playlist. C'est ça? Ouais, dans la playlist. Ok. Donc oui, voilà, il n'est pas disponible ce replay de MS-16. Donc ici, aujourd'hui, c'était MS-18. Ce replay de MS-16, il est disponible dans la playlist non pas sur Futura, mais sur... C'est de quel côté? Là-haut. Hop. Là-haut, en haut à droite de votre écran, sur le groupe Cosmonium, où vous pourrez retrouver Théo à ma droite sur votre écran, ici. Donc vous pourrez retrouver Théo sur le groupe Facebook Cosmonium. Vous tapez Cosmonium dans la barre de recherche, vous me retrouvez moi également, ainsi que d'autres scientifiques de l'exploration spatiale ou de la science de l'astrophysique, des choses comme ça.
pour pouvoir les aborder, leur poser des questions, avoir toute l'actualité. Et sinon, ainsi que d'autres lives, du coup, comme on parlait, d'autres replays d'autres émissions. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine émission sur Futura, peut-être avec Théo, peut-être tout seul, peut-être avec quelqu'un d'autre. Puis on n'a qu'à vous dire merci, puis bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci de nous avoir suivis. Voilà, salut, et puis fly safe. Fly safe.